Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartons. On commence avec cette photo du 13 décembre 2024. Nous sommes en Syrie et le peuple est en liesse. Il célèbre la chute de Bachar al-Assad sur la place centrale des Omeyyades à Damas, la fin de plus d'un demi-siècle de dictature. Depuis, c'est lui, le nouvel homme fort de la Syrie, Ahmed al-Shara, dont le passé djihadiste inquiète certains, quand d'autres veulent faire le pari d'une Syrie pacifiée avec laquelle les échanges économiques et politiques pourraient reprendre. Défi principal pour le nouveau dirigeant, tenir cette société mosaïque syrienne, divisée en de multiples communautés, des Druzes aux Alaouites en passant par les Kurdes, après des années de guerre au pluriel. Sortons nos cartes. La Syrie est au cœur du Moyen-Orient. Elle a pour voisins la Turquie, l'Irak, la Jordanie, le Liban et Israël. Le territoire syrien est géographiquement très contrasté, avec des steppes et des déserts arides à l'est et au sud-est, et des zones fertiles à l'ouest et au nord, notamment autour de l'Euphrate, qui permettent une agriculture relativement développée. La population est majoritairement arabe, mais le pays abrite d'importantes communautés kurdes, turkmènes, assyriennes et arméniennes. À ce découpage ethnique se superpose un découpage religieux. L'islam sunnite majoritaire regroupe une large partie de la population arabe, mais aussi les Kurdes et les Turkmènes. À leur côté, on trouve des communautés liées au chiisme, notamment les Alaouites et les Ismaéliens, et des Druzes. Et enfin des communautés chrétiennes, arabes, assyriennes ou arméniennes. Avant la guerre civile, cette diversité était tenue sous cloche par le régime répressif des Assad, eux-mêmes issus de la minorité alaouite. Arrivé au pouvoir en 1970 après plusieurs coups d'État, le père de Bachar al-Assad, Hafez al-Assad, à la tête du parti Baas, met en place une dictature à parti unique. Lorsqu'il succède à son père en 2000, Bachar al-Assad est incapable de faire évoluer la situation économique et ne respecte pas ses promesses d'ouverture politique. Mais en 2011, le vent des printemps arabes qui soufflent en Tunisie, en Libye, en Égypte et à Bahreïn atteint la Syrie. La réponse du jeune tyran est sans appel, répression armée, arrestation, torture, meurtre. Une partie de l'opposition prend alors les armes, dans le but de renverser le régime, épaulé par des déserteurs de l'armée. Les différents groupes armés se regroupent sous la bannière de l'armée syrienne libre. C'est le début de la guerre civile. Dès 2012, une large partie du territoire syrien échappe au contrôle de Bachar al-Assad, dont l'armée est épuisée et démoralisée par les désertions. Homs, Idlib ou encore Deir ez-Zor deviennent des bastions de la rébellion. Assad perd de plus en plus de terrain. Ce succès territorial des rebelles attire l'attention et le soutien croissant de puissances étrangères. Plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, fournissent un appui logistique, politique et parfois militaire à certaines factions de l'opposition, notamment les Forces démocratiques syriennes, une alliance arabo-kurde. De leur côté, la Turquie, le Qatar, l'Arabie saoudite et la Jordanie deviennent des canaux majeurs de financement, d'armement et de formation d'autres groupes rebelles comme l'ASL. Bachar al-Assad appelle de son côté les alliés historiques de la Syrie à la rescousse, le Hezbollah libanais, l'Iran et la Russie. Le Hezbollah libanais, déjà actif dans les zones frontalières du Liban, va devenir rapidement une force d'élite structurante sur plusieurs fronts, suppléante aux faiblesses de l'armée syrienne. L'Iran, allié de longue date du clan Assad, et qui a fait de la Syrie l'un des maillons de ce que Téhéran nomme son axe de résistance contre Israël, envoie de son côté des conseillers militaires et orchestre le déploiement d'un large réseau de milices chiites transnationales, recrutées principalement en Irak, en Afghanistan et au Pakistan. Malgré ce soutien, Assad peine à reprendre le contrôle du territoire, car un nouveau groupe puissant s'est ajouté aux autres rebelles, l'État islamique, qui entend profiter du chaos pour instaurer son califat. Agrégeant djihadistes syriens et étrangers venus du monde arabe et européen, l'EI s'est emparé de Raqqa en 2014. Mais à partir de 2015, la Russie, autre allié historique d'Assad, qui possède de bases militaires en Syrie, s'implique avec son aviation.
Le gouvernement syrien reprend alors les villes d'Alep, d'Homs, de Deraa aux rebelles. Assad regagne également des territoires conquis par Daesh, pris en étau entre les loyalistes et les forces démocratiques syriennes. Si le dictateur semble avoir gagné son pari de se maintenir en place, il est à la tête d'un État dévasté. 6 millions de Syriens ont fui leur pays, dont 2,3 millions pour la seule Turquie. L'économie est en ruine, poussant Assad à se lancer dans la production massive de Captagon, une drogue de synthèse récréative très prisée au Moyen-Orient, faisant ainsi de la Syrie un véritable narco-État. Isolé diplomatiquement, privé de ressources humaines et financières, Assad doit également faire face à une armée de plus en plus démotivée, une situation dont vont profiter les forces rebelles pour relancer les combats contre le régime, et c'est ce qu'on va voir maintenant. En 2021, le pays est divisé en 5 zones. Le centre et l'ouest, contrôlés par Assad et ses alliés. Une poche rebelle au sud, sous la protection des Américains, qui ont installé une base à Al-Tanf. Le nord-est, sous domination des Kurdes. Le nord-ouest, sous contrôle de la Turquie, qui a installé des bases dans la région pour éviter un nouvel afflux de réfugiés et contenir les avancées des Kurdes. Et enfin, la région entourant la ville d'Idlib, où une partie des rebelles vaincus par Assad s'est réfugiée. Progressivement, les différentes factions présentes à Idlib passent sous la direction d'un mouvement unique, Hayat Tahrir al-Sham, littéralement la Commission pour la libération du Levant. HTC est l'héritière de Jabhat al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Mais ses dirigeants ont pris leur distance avec le djihad international. Ils luttent même activement contre les dernières cellules de l'État islamique et ont mis en place un gouvernement qui est parvenu à ramener un certain équilibre. HTC affiche par ailleurs une relative tolérance à l'égard des minorités religieuses locales, notamment les chrétiens et les druzes restés présents dans la région. Novembre 2024, les dirigeants d'HTC, confortés par leur contrôle sur la région, décident de lancer une offensive sur Alep, poumon économique de la région, et d'étendre également leur zone d'influence au sud. À leur grande surprise, l'armée syrienne n'oppose presque aucune résistance, ses alliés traditionnels faisant défection. En effet, le Hezbollah est affaibli par la guerre de représailles menée par Israël, consécutive au massacre du 7 octobre, de même que l'Iran, enlisé par ailleurs dans une crise économique majeure. Enfin, l'allié russe concentre ses moyens en Ukraine. En quelques semaines, les rebelles d'HTC s'emparent de Damas et d'une large partie de la Syrie. Assad et son clan fuient in extremis par avion vers Moscou. Le chef d'HTC, Ahmed al-Shara, un ancien djihadiste connu alors sous le nom d'Abu Mohamed al-Joulani, met en place un gouvernement de transition et devient président de la République syrienne. Si la chute des Assad est un moment de libération incroyable pour des millions de Syriens et permet le retour de dizaines de milliers d'entre eux, la tâche du nouvel homme fort de la Syrie est complexe. Depuis 2011, le PIB s'est effondré et 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le pays est en ruine. La reconstruction sera d'autant moins facile qu'Al-Shara et ses troupes ne contrôlent qu'une partie du territoire. Le nord-ouest reste sous influence turque, le nord-est sous celui des FDS kurdes. Quant aux Alaouites de la province de Latakia, ils sont passés de la crainte à l'hostilité vis-à-vis du régime après les massacres de civils par certaines factions alliées d'HTC en mars 2025. Le sud du pays, où vit une part importante de la population druze, est également sous tension, suite à des exactions commises par d'anciens combattants de HTC. Des tensions renforcées par les liens historiques entre la communauté druze et Israël. Israël qui a bombardé le territoire syrien en représailles et étendu sa zone d'influence au-delà du plateau du Golan, région syrienne qu'elle occupe depuis 1967. Au niveau régional, l'équilibre à trouver est également complexe. Al-Shara doit rester en bons termes avec la Turquie d'Erdogan, sans passer pour autant sous sa coupe. Et maintenir une bonne entente avec la Russie de Poutine, qui, même si elle a démilitarisé en partie ses bases, reste un acteur puissant dans la région. Al-Shara est proche des monarchies du Golfe, lesquelles ont prévu des investissements en Syrie. Al-Shara a également renoué avec les Européens, qui ont levé les sanctions qui frappaient la Syrie.
En l'espace de quelques mois, le nouveau président syrien a multiplié les rencontres diplomatiques, en se rendant dans pas moins de 7 pays, dont l'Arabie saoudite et la France. Quant aux États-Unis de Donald Trump, ils ont annoncé la levée des sanctions américaines contre cette nouvelle Syrie. Mais cette décision pourrait s'accompagner d'un retrait des 2000 soldats américains encore présents, une décision qui pourrait bousculer les fragiles équilibres sur place. Voilà pour ce voyage en Syrie, un pays, on l'aura compris, qui écrit une nouvelle page de son histoire après un demi-siècle de dictature Assad, même si beaucoup de doutes demeurent quant à la nature du nouveau régime syrien. En attendant, la levée des sanctions internationales redonne un espoir fou aux Syriens, dont le pays sort exsangue des dernières décennies. C'est notamment le retour des investisseurs étrangers pour la reconstruction des bâtiments et villes détruits pour réparer routes et réseaux électriques. Ainsi, la Syrie aurait attiré près de 16 milliards de dollars d'investissement en 6 mois seulement, juste après la chute de Bachar al-Assad. Pour aller plus loin, cet ouvrage Histoire de la Syrie du XIVe au XXIe siècle par Mathieu Ray, publié par les éditions Fayard. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et abonnez-vous à notre newsletter. À bientôt.